à toutes et à tous. Donc, comme on m'a si gentiment annoncé Sébastien Friedrich, je suis le responsable maintenance du process monté au sein du groupe Schmitt. Process monté, c'est juste 3 usines. On en a 6 en tout, on le verra dans la présentation. On m'a gentiment demandé, proposé de partager notre expérience concernant nos outils qu'on utilise au sein de la maintenance. Mais avant ça, je vais devoir quand même vous faire une petite présentation de notre entreprise et que vous compreniez ce fil rouge au niveau de cette notion d'interconnexion. Donc je vais vous parler beaucoup de données. Et oui, plus haut. Vous m'entendez ou... Très bien. On va parler beaucoup de données qui sont pour nous essentielles dans notre mode de fabrication. Alors bon, juste notre métier, vous nous connaissez, je pense, plus sous le nom de Cuisine Schmitt, Cuisinella. Notre métier, on conçoit, on produit et on distribue tout type de solutions fonctionnelles sur l'aménagement et la cuisine. On a commencé il y a quelques années à faire que de la cuisine. Depuis, on développe et on produit, on distribue tous les produits pour l'habitat. Je vais me prendre comme ça, ce sera plus simple. Alors juste un petit peu d'histoire, je ne vais pas vous faire le film complet, il y a 2-3 dates importantes à retenir là-dedans. Cuisine Schmitt, ou Schmitt à l'époque, a été créée en 1934 par Hubert Schmitt. En 1959, cette société s'est implantée en Alsace, autrefois née à Türkismühl en Allemagne. S'est implantée en Alsace pour des faits politiques. Deux autres dates essentielles, c'est 1989-1992. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parler chez nous pas de digital, mais de numérique. Donc on a commencé à déployer un réseau de distribution sous les 2 marques que vous connaissez aujourd'hui, qui sont toujours celles-ci, c'est Cuisine Schmitt et Cuisinella. Pourquoi le numérique? Pour la simple et bonne raison qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler sur commande. Donc ce qu'on appelle dans notre jargon la contre-marque. On ne fait pas de stock. Donc toutes les données commençaient déjà à venir des différents magasins. C'est l'âge des premiers ordinateurs. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à rentrer dans ce système. C'est également en 1989 qu'on a commencé vraiment à grandir et à s'élargir. Lièvre étant dans la vallée près des Vosges, on est revenu un petit peu plus, entre guillemets, à la civilisation. On s'est implanté sur Célestat avec notre nouvelle usine de U1. Alors c'est très simple chez nous, hein, les noms d'usines, c'est usine 1, usine 2, usine 3, on ne cherche pas compliqué, on cherche simplement à être efficace. À partir de là, on a continué à se développer jusqu'en 2008 où est née la première usine, l'usine U2, la première usine interconnectée en termes de données dans l'usine et interconnectée entre les machines. L'automatisation a pris la place forte sur notre mode de production. On a continué à grandir, on a continué à construire des usines, U3 en 2017, pardon. Et pour finir, en 2022, on est en train de monter une nouvelle usine qui va doubler notre capacité de production, qui s'appelle U2B, qui est la petite jumelle de U2. Donc 14 ans plus tard, après avoir fait un saut technologique, on continue là-dedans avec cette nouvelle usine. Donc en résumé, on a 6 usines sur le territoire français, enfin 5 sur le territoire français et toujours notre petite filiale en Allemagne, à Türkismühl dans la Sarre, qui s'occupe du marché germanophone. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est qu'en Centre-Alsace, on y est implanté pour 210 000 mètres carrés de moyens de production qui sont tous maintenant au même niveau technologique en termes d'automatisation. Quelques chiffres de notre croissance. Donc, je vous ai mis là les 5 dernières années. Des chiffres chiffre d'affaires, des chiffres d'investissement, des chiffres d'effectifs. Il faut savoir que quand moi je suis rentré chez Schmitt, ça fait maintenant 17 ans, on était 800. Aujourd'hui, on est 1800. Donc, en 15 ans, on a doublé nos effectifs. En 15 ans, on a triplé notre chiffre d'affaires. On a fait une très belle année l'année dernière. Le rebond du Covid nous a donné du grain à moudre dans notre production. Et on a toujours à cœur chaque année d'investir. Donc on est une société familiale. On déverse très peu de dividendes à des actionnaires.
tout est réinvesti, que ce soit au niveau industriel ou autre dans la société. Les chiffres d'investissement que vous voyez là, on est environ à entre 30 et 50% d'investissement industriel tous les ans. Donc entre 20 et 40 millions d'investissement. L'année prochaine, on continue. 2021, les 29 millions sont la suite du rebond de U2B. L'année prochaine, on investira 2 fois plus. Ce qu'on appelle la production à la contre-marque. Tout à l'heure, je l'ai déjà évoqué. Le flux de commande du client au client. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Je vais déployer la totalité et vous comprendrez. En gros, on va parler d'interconnexion au niveau de la maintenance, mais avant, je vais déjà vous parler de l'interconnexion au niveau des données chez nous. C'est notre cœur, c'est le cœur de notre métier, qui nous permet de pouvoir travailler en juste à temps, sans stock. Tout part du consommateur, vous-même, quand vous allez dans un magasin, vous voulez une nouvelle cuisine, à partir du moment où votre projet est validé, le magasin nous envoie la totalité des données de la commande. Donc quel type de meuble vous voulez, quel type de coloris, quel type d'agrément, de façade, de poignée, etc. etc. On a une administration des ventes qui, là, est chez nous. Donc les magasins on n'est pas propriétaire de nos magasins, ils sont propres propriétaires. L'administration des ventes, on commence à rentrer dans notre système Schmitt Group. Ce qu'il faut retenir là-dedans, chaque entité a son rôle à jouer dans le traitement de la donnée, que ce soit de la donnée de commande jusqu'à de la donnée technique. On a ce qu'on appelle dans notre mode de production, donc je te parlais tout à l'heure de la production en juste à temps. Le juste à temps chez nous, c'est 11 jours. Entre le moment où les données descendent dans nos systèmes de production jusqu'au moment où les meubles ou les cuisines sortent. 11 jours, pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on a un certain nombre de process qui sont plus ou moins longs, donc des temps d'écoulement qui sont longs, mais la production même d'un meuble ne prend pas plus d'1 jour. Quelques chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte. Aujourd'hui, on produit 850 commandes jour. 850 commandes jour, c'est 6000 meubles. 6000 meubles, c'est environ 20 000 colis. Et ensuite, on va commencer à parler de données. Sur ces 20 000 colis, on va fabriquer et traiter 2 millions de composants tous les jours pour 8 millions d'informations qui transitent au travers de nos différents systèmes. D'accord ? Comme on a un encours de commande qu'on ne traite pas tout de suite, puisqu'il faut qu'on puisse gérer également le délai, on ne gère pas de stock. Tout ça, c'est un encours de commande qui est environ entre 6 et 8 semaines. 6 et 8 semaines qui représentent 240 millions d'informations qui sont traitées, stockées, qu'il faut traiter et stocker et qu'il faut maintenir. En gros, tout ça veut dire quoi? C'est que chacune de toutes les informations qui transitent dans notre système est unique. Aussi bien l'information que le meuble. Alors, dans la publicité chez Cuisine Schmitt qui faisait là, vous entendez toujours parler, on fait du variable, vous avez votre propre cuisine, c'est totalement vrai. D'accord ? Totalement vrai, pourquoi? Vous avez la possibilité, si jamais vous avez envie de vous amuser, une possibilité d'avoir environ 10 puissance 260 combinaisons possibles en termes de données sur votre cuisine. Donc, toutes ces données, il faut les gérer, il faut les traiter, que ce soit au niveau de notre système d'information, notre direction informatique qui les gère, on verra quels sont les différents périmètres, jusqu'au niveau de l'actionnaire, en passant par les installations, etc. Donc l'industrie 4.0, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Là, je rentre maintenant typiquement dans notre système. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais différents niveaux sont essentiels pour que ça puisse marcher. Donc je pense que ça, c'est des termes que vous connaissez, de l'ERP, du MES, etc. Notre ERP, c'est notre système qui nous permet soit de gérer la commande, soit de configurer techniquement nos produits. Configurer techniquement, c'est communément dit tout ce qui est gamme de fabrication. Donc tout ça est programmé, préprogrammé en amont. Notre MES, le MES, lui, il a 2 rôles principaux. C'est le lotissement et l'ordonnancement de notre fabrication. Comme on travaille à J-11, en 11 jours, tous les jours, il y a quelque chose qui doit se passer et tout ça, ça doit bien s'articuler pour que le jour J où le camion doit partir à 5 h du matin, le camion parte à 5 h.
On n'a pas le droit de retard, on n'a pas le droit de faire une fausse note dans notre production pour éviter que le camion ne soit bloqué sur quai. Ensuite, pour que tout ça puisse s'articuler au niveau de nos installations, on parle de SCADA, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ou supervision. Toutes les données qui descendent des lotissements et de l'ordonnancement du MES transitent via ces supervisions qui sont dépendantes et interdépendantes. Entre chaque atelier est indépendant en termes de données, il est capable de pouvoir travailler seul. Par contre, il a besoin des autres ateliers pour savoir d'où vient la pièce et où va devoir aller la pièce. Donc on est capable, s'il y a un atelier qui tombe, on peut tourner sur le suivant, puisque les données sont décuplées. Une fois que cette supervision a reçu les données, c'est là qu'on rentre dans du pur temps réel vis-à-vis de nos installations. Chacune de nos installations sont liées à ces supervisions en termes de données, et on travaille, comme je le disais, en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun programme d'usinage qui est je dirais en local. Tout transite par base de données. Et on a environ, si maintenant on calcule avec les 20 000 composants jour qu'on parlait tout à l'heure, 20 000 composants jour, on travaille en 2 x 8, c'est environ un composant toutes les 2 secondes qui doit passer dans les installations et donc automatiquement faire le lien avec ces données pour pouvoir être usiné. L'usinage derrière, c'est quoi? C'est des axes. Aujourd'hui, en termes de chiffres, pour vous donner un chiffre global sur nos 6 sites, on a environ 800 automates. 800 automates, ça représente à peu près 800 machines. On a 150 robots. Donc on verra tout à l'heure des petites vidéos, ça sera plus sympa que de m'entendre parler. Et tout ça est interconnecté, bien entendu, avec différents actionneurs qui doivent réagir, se régler en temps réel en fonction des dimensions, des coloris et de ce qu'on a à faire sur les différentes pièces. Alors la production sur mesure, j'aime bien cette image. Vous le comprendrez après dans la vidéo. Aussi bien en termes de machines qu'en termes de données, c'est un grand bazar. C'est un grand bazar, on ne sait pas trop par où doit passer quoi, mais au final, c'est un grand bazar qui est organisé. Donc là, vous le verrez, je vais vous montrer juste une petite vidéo, j'espère qu'elle va fonctionner. Il faut juste qu'elle se démarre. Je pense que vous ne la voyez pas. Donc là, on voit une application type de production chez nous. Donc c'est l'application du montage d'un meuble. Avant de monter un meuble, on va usiner des plaques. On va coller des champs de protection. On va, comme vous le voyez, vous avez un... Désolé, je crois que j'ai du son. Non. Un certain nombre d'actionnaires. Un certain nombre d'actionnaires, une machine comme celle-ci, c'est environ 300 axes. 300 axes qui doivent se régler en temps réel toutes les 2 à 3 secondes, où nous derrière, ensuite, c'est là où je vais commencer à faire le lien avec la maintenance, où nous derrière, on doit savoir où interagir, que ce soit sur de la mécanique, soit sur de la donnée. C'est là que ça va commencer à devenir un petit peu compliqué pour nos maintenanciers de savoir où agir. Donc on a fait le choix d'être dans la full automatisation pour la simple et bonne raison, non pas pour diminuer nos coûts de main-d'œuvre en supprimant des postes, mais tout simplement en les montant en compétences pour pouvoir rentrer dans ce type d'application. La robotique est chez nous depuis maintenant à peu près 10 ans. On a triplé notre nombre de robots dans les 10 dernières années, essentiellement pour faire de la manipulation de pièces. Depuis maintenant 2-3 ans, on commence à faire de l'usinage robotisé en temps réel. Donc c'est pas simplement, si je prends de l'usinage de pièces métalliques, mécaniques, où on fait toujours la même chose. L'usinage robotisé est chez nous très spécifique
où on va aller chercher le 10e, certes pas le 100e, mais toujours dans des configurations différentes. Depuis maintenant à peu près 3 ans, on fait du montage de meubles avec de la robotique. Notre nouvelle usine de U2 passe un nouveau cap. C'est pas celle-ci, ça c'est la dernière qui a été mise en œuvre. Les différents actionneurs chez nous, alors c'est très basique. C'est très basique pour nos gens. On parle de mécanique, on parle de pneumatique, on parle de simples capteurs. Par contre, toute la notion de régulation est très très importante. Et c'est là où on a un vrai défi avec nos mainteneurs, de les monter en compétence sur ce type de notion-là. Je vais me préparer à m'arrêter. Je ne sais pas où je suis. Voilà, je vais redémarrer ma présentation. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet. C'était le sujet de base, hein, les outils mis à disposition des maintenanciers. Avant de parler de l'outil purement technique, la clé de 13, un outil qui est pour nous depuis maintenant les années 2000, notre cœur, notre base, c'est la TPM. Alors la TPM, on peut la manger à plein de sauces. On en a fait, on se l'est attribué. Ça, c'est la première chose qui est la chose la plus importante. De la théorie, on en a, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? C'est ça qui est le plus important. Je pense que dans la salle, il y a un certain nombre de personnes connaissent déjà, mais je vais juste repasser un certain nombre de notions qui sont importantes. Je vais les passer de manière très rapide. Chez nous, on a 6 piliers. Alors la TPM théorique, c'est 8 piliers. Nous, on a pris le pari de dire on va travailler sur 6. Il y a 6 piliers. Les 2 premiers piliers qui sont le plus importants, c'est la maintenance autonome et la maintenance programmée. Donc maintenance autonome, c'est le producteur qui fait la maintenance de premier niveau. Maintenance programmée, c'est des tâches plus techniques que nos mainteneurs vont réaliser. On pourrait s'arrêter là pour se dire j'ai un équipement, je le laisse à sa performance, je le maintiens à sa performance, mais je ne vais pas chercher plus loin. La philosophie de la TPM n'est pas que là-dedans, c'est également de pouvoir monter en performance nos installations. Donc là, on a la partie élimination des pertes. Donc c'est de l'animation. C'est de l'animation entre les différentes entités de production et de maintenance qui permettent de pousser au-delà des limites le système et d'atteindre des objectifs de taux d'utilisation et de taux de disponibilité qui sont définis par les différentes entités en fonction de ce qu'on a et ce qu'on a besoin de faire. Une autre chose qu'on a mis en œuvre maintenant depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle le chantier de rupture. Donc c'est de se prendre le droit et la considération de prendre une installation et de faire une rupture sur l'installation pour aller au-delà de ce qu'elle est capable de faire. Là, nos maintenanciers ont un rôle très important à gérer puisque c'est eux techniquement qui vont mettre en œuvre les différentes modifications, améliorations. Tout ça pourquoi? Pour alimenter un système qu'on appelle la TPM en projet. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout au long de notre vie, on a toujours fait en sorte de continuer à grandir, de continuer à acheter des installations, mais pas acheter des installations identiques. Le but, c'est de prendre les installations qu'on a aujourd'hui, de trouver quelles sont leurs faiblesses, de faire en sorte que les nouvelles installations ne les aient plus et qu'on arrive à démarrer encore plus vite et à avoir un niveau de performance encore plus grand. Donc voilà, ça c'est les 5 grands piliers techniques. Mais pour nos maintenanciers, ce qui est d'autant plus important, c'est la partie formation. Et on met un point d'honneur à former nos maintenanciers. Pour ça, je vais également vous montrer une petite vidéo des outils qu'on a mis en œuvre dans les 5 dernières années. Des outils qui sont essentiels pour la montée en compétence de nos collaborateurs. Donc on a mis en œuvre ce qu'on appelle une salle pédagogique. On a un certain nombre d'installations qui sont à l'identique des systèmes qu'on a en production.
qui permettent à nos gens soit une formation initiale, soit de l'entraînement. Ils ont besoin de 2 heures pour aller, ils ont découvert une difficulté en dépannage direct. Ils ont besoin de 2 heures pour aller continuer à s'entraîner sur un système. Je ne sais pas, diagnostiquer un variateur, le changer, le paramétrer, le mettre en œuvre. On leur met à disposition les différents outils. Cette salle pédagogique nous sert également dans tout ce qui est TPM, la philosophie de la TPM, comment est-ce que je l'anime, qu'est-ce que j'en retire, comment est-ce que je vais retourner en production pour aller mettre en œuvre ce que je veux faire. Et au final, une mini-ligne automatisée qu'on a conçue avec toutes les technologies et toutes les interactions des technologies qu'on retrouve dans nos systèmes, où là, on va former nos gens et les entraîner à notre processus de dépannage. Donc on a un processus de dépannage qui est dans le curatif, qui est très important, qui est très procéduré, qui découle en 15 actions, avec une dernière action, l'action 15, qu'on appelle dans notre jargon, qui est l'action d'amélioration, qui a pour but de ramener la réflexion à comment est-ce que je vais, entre guillemets, tuer la cause racine et rapporter de l'amélioration pure. Alors sur le terrain, maintenant les outils. Donc aussi bien on avait des outils de formation, ça c'est une bonne chose. Maintenant qu'est-ce qu'on utilise sur le terrain? Qu'est-ce qu'on met à disposition de nos maintenanciers pour analyser, je dirais, les différentes défaillances? La première chose, comme vous avez vu précédemment sur la ligne de production, tout est full automatisé, tout est full interconnecté, ça va très vite. De la défaillance que j'appellerais sèche, c'est facile, ça casse, on remplace, ok, pas de problème. Par contre, de la défaillance qui vient de manière intempestive et qui réduit la cadence de l'installation ou qui réduit le niveau de qualité de l'installation, reste une panne qu'on doit résoudre. Donc on s'est doté depuis une dizaine d'années de caméras d'analyse et caméras de flux. On est doté sur les 5 sites français d'environ 350 caméras qui vont regarder les principaux flux et qu'on peut déplacer en fonction du besoin, là où on a un besoin à un instant T, d'analyser. Alors c'est bien beau d'analyser une vidéo, on peut se faire une idée, mais on ne sait pas forcément ce qui se passe. Nos maintenanciers ne sont pas des spécialistes non plus en automatisme, donc quand j'ai une installation qui a à peu près 300 agrégats et j'arrive pas à voir concrètement qu'est-ce qui se passe, je vais utiliser la caméra, mais avec 300 agrégats, il y a des choses qui sont générées par des cellules que je ne vois pas ou autres. Donc on s'est doté d'un autre système, je pense que d'ailleurs ils doivent être sur le salon, c'est d'interconnecter la caméra avec la possibilité de mettre des traces sur des actionneurs. Donc je disais, nos maintenanciers n'arrivent pas à rentrer forcément dans du programme, ce n'est pas des automaticiens de base, mais ce type d'outil leur permet très rapidement d'aller cibler sur un point bien précis de l'installation les différents capteurs qui sont à disposition, de mettre en corrélation la caméra, donc ils voient ce qui se passe, et en parallèle, ils voient ce qui se passe également dans l'automate. Donc ça, c'est un outil qui maintenant est en place depuis à peu près 3 ans, qui porte ses fruits, non pas simplement dans le dépannage en soi, mais également dans l'intérêt que nos maintenanciers, qui sont de profil très électromécanique, leur permettent de rentrer beaucoup plus précisément dans cette notion d'automatisme. En gros, l'automatisme est démocratisé, sans rentrer dans le programme en soi. Ensuite, on a un certain nombre d'autres types d'outils qu'on utilise. Donc, sur la partie droite, c'est de la supervision machine. La supervision machine qui est accouplée au programme automate. Donc là, on rentre plus dans de la spécification, de la spécialité de l'intervenant sur l'automatisme. Ce que nos intervenants électromécaniciens utilisent énormément, c'est l'analyse vibratoire. On a beaucoup alors on peut se dire l'analyse vibratoire sur des grands éléments tournants, chez nous on n'en a pas. Par contre, on adopte ce type d'application-là sur je sais pas, des têtes de perçage où on a un certain nombre de roulements dedans pour faire
Alors non pas du prédictif, mais bien entendu du conditionnel. Je vous donne un exemple. Sur U2, on a à peu près une cinquantaine de têtes de perçage. Faire de la maintenance sur une tête de perçage, c'est environ 25 000 euros. On pourrait se dire on le fait chaque année ou tous les 2 ans. Pour optimiser nos coûts de maintenance, on met en œuvre ces petits capteurs d'analyse vibratoire. On a un étalon, et en fonction de cet étalon, on va juger ou décider d'intervenir ou non au moment opportun. Après, le dernier que j'ai en haut, que j'ai voulu montrer, qui est très important à mes yeux, c'est de l'analyse de température. L'analyse de température, quand on est en dépannage, la première chose qui se passe, il y a un moteur qui s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? On change le moteur. Avant de commencer à réfléchir un petit peu plus loin que le bout de son nez, c'est un outil que tous nos maintenanciers ont de leur caisse à outils et qui leur permet d'éviter de perdre du temps à faire du changement pour changer quelque chose. En règle générale, ils s'en rendent bien compte, c'est plutôt de la boucle de régulation avant que de la mécanique tombe en défaillance. Je ne l'ai pas montré là-dessus. On a également bien entendu un des outils, alors pas interconnecté, tout ce que vous voyez là c'est effectivement interconnecté, mais pas interconnecté, ben, c'est notre stock ou notre encours de pièces de rechange. Nos maintenanciers ont la possibilité d'avoir accès à environ 10 000 références de pièces de rechange. C'est l'équivalent de 80 000 pièces en stock pour un encours global d'environ 5 millions. Un encours global d'environ 5 millions qui, depuis maintenant 10 ans, est stable. Donc ils ont un rôle à jouer, nos maintenanciers là-dedans, c'est de faire en sorte d'avoir la pièce juste nécessaire en stock ou en encours, et non pas acheter simplement pour acheter et s'assurer que j'ai bien la pièce que j'ai besoin. D'autres outils, plus des outils de pilotage et d'analyse. On s'est doté depuis un certain nombre d'années de systèmes de supervision. Alors on a en haut un système de supervision global de l'atelier permettant à nos mainteneurs, alors ça permet à tout le monde, hein, maintenance production, à nos mainteneurs de connaître la température des ateliers, savoir où est-ce que je dois intervenir, est-ce que je me mets en priorité à droite ou à gauche, et je prends des décisions en fonction de ça. En bas à gauche, une vue globale de l'installation que vous avez vue en vidéo tout à l'heure, qui permet en temps réel de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je commence, alors je ne suis pas simplement dans des encours en haut, mais en bas, je sais que j'ai une machine qui commence à se vider, j'ai un agrégat qui va commencer à tout sauter, et ça va leur permettre d'avoir l'information. Au-delà de l'installation d'une machine de production, je vous ai également mis une photo de notre gestion de nos utilités. Donc toutes nos utilités sont gérées de la même manière. Donc là, on voit une chaudière, mais on parle de chaudière, on parle de compresseur, on parle de groupes électrogènes, ce genre de choses qui sont surveillées et suivies. Maintenant, je vous ai mis et demain. En fait, tout ce que je viens de vous présenter, c'est des outils numériques pour que nos maintenanciers puissent faire leur travail dans de bonnes conditions. Je vous expliquais tout à l'heure qu'on est environ à entre 800 et 1000 machines, 150 robots. On a des machines de partout. On n'a pas non plus un maintenancier par installation. Il faut gérer tout ça, il faut gérer de la ressource, il faut gérer de la compétence, il faut les monter en compétence, et surtout il faut aller vite. Quand on est soit en préventif, soit en curatif, il faut aller très vite. Chez nous, 2 heures d'arrêt, alors c'est notre cas, pour moi c'est important, 2 heures d'arrêt, je suis capable de renvoyer toute une usine à la maison. Donc aujourd'hui, on est en plus dans la problématique, Karim en parlait tout à l'heure, de recrutement. On est dans un système hyper tendu. D'acculturer des très expérimentés à notre manière de faire, c'est difficile. On met un gros pari sur les jeunes. Le but, c'est de ramener des jeunes. Donc si jamais vous avez des personnes que vous connaissez, ou Schmidt Group est une très bonne entreprise pour former les gens, je passe mon petit message. Le but, c'est qu'au-delà de la formation technique, ils puissent avoir tous les outils
à disposition leur ramenant l'information. On se rend compte que ce n'est pas forcément la problématique de l'apprentissage technique, de changer une cellule, de changer un moteur, de changer un palier, ou de faire de la maintenance préventive là-dessus. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en réactivité ou en proactivité, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, depuis maintenant à peu près 1 an, je n'ai pas de jolies vidéos, de jolies images à vous montrer parce qu'on est en plein développement. C'est le développement de l'intelligence artificielle. On est rentré là-dedans maintenant depuis 1 an. Il y a différents tests qui sont réalisés à différents endroits. On se rend compte également que tous les systèmes que je vous ai présentés tout à l'heure, notamment les systèmes de supervision qui permettent le pilotage global d'une installation, commencent à devenir obsolètes. C'est des outils numériques qui doivent évoluer. Et on prend le pari de rentrer dans l'intelligence artificielle à différents niveaux, pas que pour la maintenance, mais également pour la production et la qualité. Le but là-dedans, c'est que les intervenants maintenance, les intervenants production aient l'information juste au bon moment pour pouvoir prendre les décisions juste au bon moment. Pour ça, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un historique. Alors, si je me rappelle de mes cours de maintenance il y a 20 ans, la base de la base pour pouvoir faire de la prévention, c'est l'historique. Mais l'historique, il faut le traiter. Je rappelle 800 à 1000 installations, savoir tout ce qui se passe tous les jours, pouvoir traiter tout ça avec le peu de personnes qu'on a sur le terrain, c'est compliqué. Donc, il y a des outils maintenant qui se développent et on va rentrer clairement dans ce principe-là pour collecter de la donnée et en fonction de la donnée collectée, pouvoir piloter de la ressource, savoir où je dois faire agir mes intervenants, pouvoir savoir qu'est-ce que je vais réaliser et potentiellement, en fonction des données que j'ai dans mon système, des pré-défaillances que je monte en préventif, de savoir, OK, à ce moment-là, cette installation va s'arrêter parce qu'elle est surcapacitaire. Je peux intervenir et qu'est-ce que je peux faire pendant mon intervention? J'ai un certain nombre d'ordres de travail qui me sont proposés en fonction des défaillances les plus récurrentes que j'ai eues. Donc, je disais, ça fait 1 an maintenant qu'on est en test. On va rentrer en phase de déploiement. On n'est pas parti sur un prestataire. On a différents prestataires qui nous aident là-dedans. Des prestataires qui nous orientent sur la collecte de données. Donc on est beaucoup dans la vidéo, dans le vocal, qui permet de faire des rapports d'intervention en dynamique et non plus de simplement demander au maintenancier d'aller sur son système de GMAO, qui plus est, en plus si c'est du SAP, il va interagir dans une 50aine de tuiles pour pouvoir simplement dire qu'est-ce qu'il a pu réaliser. C'est de collecter toutes ces données dans l'historique et lui simplifier la vie pour qu'il ne fasse son travail là où il a vraiment sa valeur ajoutée, à savoir sa réflexion, son diagnostic, la réparation et la prévention. J'en ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Je crois que je suis dans les temps en plus. Bah voilà, comme ça moi je l'ai fait taire. Donc merci beaucoup Sébastien pour ce retour d'expérience très riche. Est-ce qu'il y a des questions? Évidemment, monsieur le professeur, ex-professeur. Ouais. Merci. Alors d'abord merci à Sébastien d'avoir pu se libérer vu les contraintes. Et puis là, officiellement, hein, c'est vraiment une grande fierté pour moi de te voir grandi comme ça. C'est fantastique. J'avais une question. Au moment où on a vu une surveillance avec une caméra. Et donc, le déclenchement de la caméra se fait sur un événement, je suppose. Première question, est-ce que vous stockez les images? Et comment est-ce que vous faites parce que vous avez sûrement des caméras avec des angles où il y a des opérateurs. Si l'opérateur n'est pas d'accord. Ça marche toujours. Alors, je vais commencer par la dernière question. Nos caméras,
effectivement, on est soumis à des obligations légales au travers de la CNIL. Donc là déjà, cette partie-là, on ne filme que des endroits non, je dirais, non accessibles par l'opérateur. Si maintenant on prend une vue beaucoup plus, je dirais, plus large, merci. Là, on a les moyens dans le système de caméra de flouter toutes les zones qui ne sont pas machines. Ensuite, par rapport à la première question, donc oui, on stocke, mais on n'a pas un espace de stockage illimité. Donc, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est quand on a du flux de production, on a environ 3 jours de stockage. Ensuite, quand on fait des déclenchements particuliers, ponctuels, là, celle-là, on le stocke ad vitam. Alors c'est vrai que Schmidt Group, moi je le cite très souvent en exemple, parce qu'en termes d'investissement et de compréhension de l'importance de la maintenance, il n'y a pas mieux. Donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent, allez-y, c'est vraiment une excellente entreprise et qui prend du temps pour former les gens. Merci Karim. Bonjour, Fanny Leberquier, SPI Facilities. J'avais une question sur votre modèle pour les utilités. Vous en avez un tout petit peu parlé sur la chaudière bois. Qu'en est-il du reste? Vous appliquez la même méthode aux utilités qu'au process? À savoir, si vous pouvez juste... Sur l'apport en air comprimé, l'apport en énergie, que ce soit ELEC... En termes d'entretien, de programme de maintenance, de fonctionnement, d'outils. Alors, on est en termes d'outils de pilotage, oui, pour détecter au plus vite. En termes de maintenance, notre cœur de métier reste les installations, donc de produire du meuble. Nous sommes les intervenants de premier niveau. Donc Schmidt intervient en premier niveau dès qu'il y a une défaillance. Ensuite, sur du plus long terme, donc je diagnostique, je dépanne. Maintenant, si je vois que je dois réaliser un travail particulier, là effectivement on fait appel à de la spécialisation. Au-delà de ça, plus sur l'aspect environnemental, si la question était derrière, bien entendu on est soumis à réglementation. Les mesures sont faites de manière dynamique, alors soit que ce soit de la mesure de COV, que ce soit de la mesure d'extraction de fumée ou de la mesure de fuite pour l'air comprimé. Ça, on le fait de manière dynamique et ensuite de manière ponctuelle pour aller détecter au plus près. Vous êtes libre de poser toutes les questions que vous voulez. J'avais une petite question par rapport à la mise en œuvre d'un projet, justement, Industrie 4.0 et toutes ces différentes technologies. Comment vous allez vous y prendre? Comment vous y prenez-vous plutôt, parce que vous avez engagé ça aussi, sur la manière de mener le projet en lui-même? Alors déjà, c'est pas une idée farfelue. On s'est dit, va falloir y aller. On a la genèse, je dirais que déjà on a dans l'ADN la partie numérique, c'est déjà la première chose. La seconde chose, c'est par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte qu'on a ce besoin-là vis-à-vis de nos gens, de pouvoir leur faire prendre du recul par rapport à du traitement de données. Donc ça c'est pour la genèse. Donc tout ça pour dire que c'est pas quelque chose qui se fait en un an. Je pense que là on a une roadmap qui est sur les 3 prochaines années. La manière dont on fonctionne en groupe projet, donc c'est toujours en mode projet qu'on le fait. C'est pas juste la petite idée de quelqu'un, il va travailler seul dans son coin. On a dans le groupe projet aussi bien nous les applicateurs que les personnes avec qui on va pouvoir être en interaction. Je pense notamment à la direction informatique, puisque là on a de l'interconnexion aussi avec nos systèmes et notamment SAP qui est nécessaire vis-à-vis du traitement de toutes les données. Et ensuite, dans le projet même, la manière dont on a de fonctionner, c'est toujours de fonctionner en POC.
Donc, on fait du test, on teste sur un endroit par rapport à une application. En fonction du résultat, on décide soit de le déployer à plus grande envergure, soit au global. La décision du déploiement global maintenant sur l'ensemble de nos sites de production, hormis Turkismul, qui est encore un petit peu plus éloigné de manière technologiquement parlant, la décision a été prise d'y aller. Et comme je disais, ça fait 1 an qu'on fait un certain nombre de tests par rapport à un certain nombre de briques sur l'intelligence artificielle, que ce soit de la captation, que ce soit de la locution, que ce soit de l'interprétation, que ce soit du monitoring. Les différents tests ont été réalisés. Maintenant, on va rentrer clairement dans la phase de développement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être à propos de cette partie numérique ou autre d'ailleurs? Oui, alors le point faible de tous les systèmes de gestion de maintenance assistés par ordinateur, c'est dans la boucle, hein, c'est les comptes rendus. Et donc, tout le monde sait, hein, si je dis que dans les comptes rendus, il y a du RAS, bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, faire une exploitation et du retour d'expérience avec du RAS, c'est pas simple. Donc là, votre système alors, c'est de la reconnaissance vocale, je suppose, hein, qui fait de la reconnaissance de texte à partir de ce que dicte l'opérateur. Alors, ça va être pour la partie effectivement numérique. Je fais juste un retour en arrière sur notre processus de maintenance qui, chez nous, existe maintenant depuis à peu près une quinzaine d'années, où c'est très compliqué de le faire appliquer, mais qui a clairement ses vertus. Comme tu l'évoques, le RAS dans la cause réelle de la panne, c'est quelque chose qui est connu, on ne va pas se le cacher. Ce que nous, on a décidé de faire, c'est on réalise pour chaque panne supérieure à 1 heure des débriefings. Et ces débriefings-là sont des débriefings entre intervenants, maintenance, production, voire d'autres intervenants, si l'informatique a dû intervenir, ou des automaticiens ou autres. Et ces débriefings ont pour but différentes choses. De parler de l'organisation, de parler de la technique, et de s'assurer que la cause réelle est trouvée. Ça, c'est la première étape, et tout ça était sur papier à une époque. Maintenant, le but, c'est que effectivement, on rentre dans l'ère du numérique en reconnaissance vocale. Donc, c'est pas du film, c'est simplement un micro. Permettra simplement à la personne de gagner du temps dans la retranscription de ce que nous, on pouvait faire en papier avant. Et surtout qu'on le mette dans le bon champ, dans la GMAO, pour savoir où aller le récupérer quand on va vouloir faire tourner l'intelligence artificielle et croiser les différentes données. Oui, c'est le problème, hein, le fait de pouvoir retrouver le bon champ au bon endroit, hein, sachant que en fonction des GMAO, c'est pas simple. Une dernière question, qu'est-ce que vous faites en retour d'expérience avec votre GMAO? Est-ce que vous en faites? Alors, en GMAO, pour ne pas la citer, on est sur SAP. Merci d'avoir répondu. J'en ai pas parlé là. Donc SAP, on y est passé en 2015. Les modules, on les connaît, PM, MM. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mon retour d'expérience, l'inconvénient, c'est la multitude de saisies. Donc il y a 3-4 ans, on a développé avec un autre développeur une interface beaucoup plus conviviale pour nos intervenants. C'est vrai que j'en ai pas parlé là, où on est allé vers de la mobilité. Donc on a mis à disposition des smartphones à chacun de nos intervenants, permettant de prendre une photo en direct et au travers de cette interface, très rapidement, avec beaucoup de dextérité, pouvoir faire le lien avec SAP. Mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Il faut toujours écrire. Et écrire commence à devenir compliqué. Les intervenants préfèrent intervenir plutôt que d'écrire. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce principe-là, de faire de la vidéo avec du son.
nous permettant, comme je disais tout à l'heure, de faire l'interface directement avec la GMAO. Mais pour nous, derrière, quand on fait du passage de consignes, on se regroupe dans notre organisation, on est organisé, on est une petite équipe. Chaque usine, c'est une quinzaine de personnes qui tournent en 3x8, donc c'est 3 équipes de 4-5 personnes. Quand on veut expliquer à quelqu'un ce qui se passe, la vidéo est beaucoup plus parlante que de simplement, entre guillemets, perdre du temps et de retourner sur le terrain pour aller montrer quelque chose qui ne se passe plus, puisque c'est quelque chose d'intempestif. Très bien. Une dernière question. Oui. Bonjour, Kenny Clinco, Enhancer. J'ai une question. Vous avez parlé de plein de systèmes de supervision, de collecte de données, de vidéos. Est-ce que vous savez combien de personnes travaillent en arrière-plan pour maintenir ça et exploiter ça? Alors les systèmes de supervision on parle des systèmes de supervision de pilotage, les encours, la vue des installations, ou les systèmes de supervision qui redispatchent les gammes de fabrication. Alors supervision de production, j'ai 2 personnes qui s'occupent de ça. Sur l'ensemble des sites, maintenant ça commence, comme je disais tout à l'heure, ça commence à être comme l'obsolescence programmée. Dans le système numérique, on y est. Voilà, c'est quelque chose qui n'est plus maintenable. Mais ce n'est pas le problème de la quantité de personnes, c'est simplement que c'est plus maintenable. Mais on a 2 personnes qui s'occupent, pas à temps plein. Ces 2 personnes, c'est pas 2 ETP qui s'occupent de ça. C'est environ, si je dois le ramener à l'ETP à l'année, ça fait du 0,1, 0,2 ETP à l'année. Ok. À une dernière chance, monsieur. Bonjour, Guillaume Schweizer, Société Vivement Codel. Je travaille donc pour service après-vente. Toutes ces informations que vous collectez de vos dépanneurs qui vont sur le terrain, vous en faites quoi concrètement à la suite des interventions? Vous les collectez, vous les traitez, quelqu'un est chargé de traiter ces informations et puis de faire évoluer les choses, ou vous les stockez juste pour comparer dans le futur à des choses qui pourraient de nouveau arriver? Vous en faites quoi concrètement? Alors aujourd'hui, on n'en fait pas assez. C'est déjà la première chose. Dans notre organisation, on a ce que je vais appeler dans notre jargon nos techniciens de maintenance. C'est nos électromécaniciens polyvalents qui sont les premiers dépanneurs. C'est eux qui vont renseigner. Ensuite, on a, donc on va appeler ça plutôt le front. Ensuite, on a un back, le back office, qui est nos techniciens de maintenance fiabilisation. Et eux, ils ont pour rôle justement de traiter la donnée. Dans des cas de défaillance répétitive ou des cas de volonté de rupture, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ils vont récupérer ça pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et pour pouvoir améliorer les choses. Ensuite, dans une autre notion, c'est la collecte de la donnée pour la ramener au coût euro. Le but étant d'aller savoir où est-ce que je vais prioriser une action d'amélioration ou non. Et donc c'est également à ça que vont servir ces données. Mais à mon goût, pas encore suffisamment, parce qu'on en a tellement qu'on s'y perd, et les gens perdent du temps à aller creuser pour aller chercher la bonne information. Et au final, également là où ça nous sert, et je dirais que ça nous sert le plus, c'est en curatif pur, d'aller rechercher une défaillance qui a déjà potentiellement eu lieu pour aider le diagnostic de l'intervenant, notamment un intervenant par exemple qui vient juste de sortir d'école, qui ne connaît ni la culture du système, ni simplement n'a pas encore toute l'expérience nécessaire pour aller diagnostiquer correctement.